excuses pour le démarrage en retard de cette émission. La police est à nouveau sur les routes pour la répression contre les motos sans papier. Pour la seule journée, ce lundi, plus de 500 motos arrêtées, rien qu'à Cotonou. Quelle est la pertinence et l'efficacité d'une telle opération et peut-être sa contribution à la sécurité au Bénin? On va faire le débat tout à l'heure. Nous allons nous intéresser à la lutte contre les sachets plastiques depuis le vote de la loi qui réprime son usage, son importation et sa commercialisation. On n'a pas vraiment l'impression que les habitudes aient véritablement changé. Des jeunes se sont mobilisés alors pour faire de la sensibilisation une question importante. Godwin Babono est l'un des initiateurs d'une activité contre les sachets au campus. Il nous dira deux mots à ce sujet. Nous sommes mardi et vous avez rendez-vous avec Esther Tofa. Esther Tofa, je vous la présente, c'est Madame Santé du Canal 3 à Bénin. Avec elle, nous allons parler ce matin de comment se nourrir au quotidien et rester en très bonne santé. Santé matin, c'est dans 1 heure de temps environ. Bienvenue à tous. La une des journaux pour commencer du matin. Fraternité, rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours du combattant. Les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Le journal a interrogé le professeur Thierry Alavo qui dit ceci: très peu de mémoire et de thèses au Bénin sont réellement utiles. Sylvain Adokbomingan, DG ANAEP MR, en 2030, le Bénin aura atteint l'accès universel à l'eau potable selon l'homme. Et puis Adeline Jossou, média bailleur sur le revers de la e-réputation. Le danger, c'est de croire que ce qu'on voit en ligne est toute la vérité et la vraie réalité. Nous passons maintenant à un autre journal, notamment Matin Libre. Hydrocarbures, gaz, une réforme sans réel impact. Le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire font mieux, nous informe donc le journal. Et puis VBG, prise en charge holistique des victimes, des obstacles qui persistent toujours. Vous avez donc quelques avis. Et puis médias en ligne au Bénin, une cure s'impose d'après le journal. Passons à décryptage info, endettement, la conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette en Afrique s'est ouverte. Le journal vous propose quelques petits coins. Et puis, violence conjugale à Abomey-Calavi, un vice-imam de Cotonou agresse la mère de son unique enfant. Allez-y comprendre. Nous passons à Jupiter, caricature du président de 2026, les choix du peuple pour l'après-talent. Vous avez quelques figures qui vous sont proposées. Je ne pourrais pas toutes les citer. Vous avez quand même deux dames, sinon trois dedans. Célestine Zanou, Mariam Chabitalata, la vice-présidente. Célestine Zanou, c'est l'ancienne directrice de cabinet à la présidence du président de la République, sous Mathieu Kérékoum. Vous avez Claudine Prudencio aussi, actuellement présidente du parti RN et précédemment présidente de l'Institut national de la femme. Quelques figures d'hommes: Éric Rondete du Parti Les Démocrates par exemple, Joseph Diabonou de l'UPR Le Renouveau, un certain Kami Seba, ça vous dit certainement ce nom-là. Il y a beaucoup de visages. Lucas Tropo, l'actuel maire de Cotonou aussi. Le routier. Gouvernance sous la rupture, l'héritage du président Talon est visible de tous. C'est la parole de l'honorable Malik Gomina. Le Figaro national, politique nationale, Adrien Hongbeji se rapproche de plus en plus de l'opposition. La Nouvelle Gazette, examen 2025, 139 000 candidats à l'assaut du BEPC le 9 juin prochain. Éduc Action, un soutien pédagogique aux candidats des écoles dans le feu de l'action. Le journal est descendu sur le terrain. Église catholique, l'informateur s'intéresse un peu au discours du pape. Le pape Léon XIV parle de la liberté de la presse. Le matinal, très content ce matin, restitution des trésors royaux. Le cataclysme déjà au Bénin, remise officielle ce mardi à la présidence de la République. Et puis cette note aussi qui pourrait vous intéresser notamment à travers le challenge honorable Malik Gomina, Flowers
HBC lance sa saison 2025 avec un sacre historique. L'affiche du jour, Patrice Talon, 9 ans après, avancée notable et angle mort d'une gouvernance réformatrice. Fraternité est de retour pour la deuxième lecture. Rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours de combattant. Les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques? Le journal vous dévoile tout dans ce grand dossier qu'il a réalisé, en donnant par ailleurs la parole au professeur Thierry Alava qui dit ceci: très peu de mémoire, de thèse produits au Bénin sont réellement utiles, en tout cas pour le quotidien des populations. Sylvain Adokpo-Migan, directeur général de l'ANAEP MR, en 2030, le Bénin aura atteint l'accès universel à l'eau potable. C'est la confidence de l'homme. Adeline Jossou, média bailleur sur le revers de réputation. Le danger, c'est de croire que ce que l'on voit en ligne est toute la réalité. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, en tout cas pour ce qui concerne les quotidiens qui nous sont parvenus à Canal 3 ce mardi matin. Nous sommes, je dois le rappeler, le 13 mai 2025. Fraternité pour le dossier du jour, c'est donc intéressé un peu aux différents mémoires et thèses, en tout cas soutenu à l'université d'Abomey-Calavi. C'est un vaste dossier réalisé par le quotidien. Mémoire aux thèses, en tout cas, le journal vous montre un peu le parcours pour soutenir. La dernière ligne droite, c'est surtout l'épreuve la plus stressante de toutes les étapes. Comment est-ce que les étudiants s'en sortent? Le journal a réalisé donc son dossier étalé sur, ma foi, 4 pages à peu près. Tout réside pourtant dans la préparation et dans l'anticipation, a proposé le quotidien qui vous donne quelques conseils. Vous avez aussi à en apprendre au sujet de comment ça se passe sur nos universités publiques avec le professeur Thierry Alava qui s'est confié donc à Fraternité et s'est prononcé là-dessus. Très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Existe-t-il aujourd'hui des dispositifs dans les universités pour publier, diffuser ou mettre en valeur ces travaux? Les enseignants-chercheurs compétents s'organisent pour publier leurs travaux dans les revues scientifiques reconnues au niveau international. Ces publications sont disponibles en ligne. Je tiens toutefois à préciser confie l'homme que tout ce qui est publié sur Internet n'est pas forcément de qualité. Il existe des revues scientifiques prédatrices qui acceptent de faux résultats en échange d'argent. Achetez le journal, découvrez l'univers des sciences et de la recherche dans les colonnes de Fraternité ce matin. On va passer au bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Au sommaire de ce bulletin que vous aurez donc la charge de nous présenter les images de la visite du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle au village d'enfants SOS à Abomey-Calavi, centre de composition de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2025. L'objectif de cette descente d'Expédie Ouessou est de s'assurer du bon déroulement des épreuves du CAP dans cet établissement précisément. On dira 2 mots dans le bulletin d'information sur le mini-colloque qu'organise l'Institut pontifical Jean-Paul II en marge de la célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernardin Ganty. Il s'agit de l'une des nombreuses activités prévues en prélude au processus de béatification de feu cardinal Bernardin Ganty. On verra bien de quoi est-ce que tout cela retourne. Voici le bulletin. Le domaine de l'éducation pour commencer. Cette descente du ministre conseiller en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il était au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, centre de composition de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, en tout cas pour sa version 2025. Oui, Tanguy Expédie Ouessou, accompagné du préfet du département de l'Atlantique, a procédé à une inspection des différentes salles d'examen qu'abrite l'établissement. Le point dans ce reportage de Hugues Vingbe et Henri Ganty. Pour découvrir un centre de renommée sociale et s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves techniques du CAP 2025. C'est ce qui motive la présence d'Expédie Ouessou
dans cette pièce discrète du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Après quelques minutes d'échange avec les responsables de l'établissement, le ministre conseiller à l'enseignement technique et sa suite démarre la visite du site. Première étape, cette salle de composition de graphisme. Planche ici, 44 candidats. Les enfants doivent produire des œuvres qui, disons, parlent d'un produit donné, c'est beaucoup plus de la publicité. Et là, ils sont en train de composer, ils ont commencé à 8 heures, mais ils vont finir au-delà de 18 heures. Dans le lot des enfants, 3 en situation de handicap. Il y a un qui est malentendant. Les 2 autres sont en fait un peu des autistes qui ont des difficultés particulières de concentration. Arrêt suivant, l'atelier de textile où les candidats, au nombre de 15, s'appliquent à dessiner des motifs sur une toile. La délégation immerge ensuite au sein de l'atelier de musique assisté par ordinateur et ses 7 apprenants. Cette visite des salles de composition s'achève par la salle de lecture à vue. Le périple de la cohorte se poursuit cependant avec 2 étapes supplémentaires, celle de la découverte d'une académie de formation en installation d'équipements d'hôtel de Ostendine et celle de la salle d'exposition d'œuvres d'art réalisée par les pensionnaires du centre. Ce que le chef de l'État veut aujourd'hui, c'est qu'on sorte des sentiers battus et que vraiment qu'on forme de nouveaux cadres, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens qui, dès leur sortie de la formation, peuvent se prendre en charge. Ils sont venus découvrir des choses qui sont bien faites, qui sont très bien faites au Bénin. En faisant l'immersion ici, je me suis dit, je vis avant l'heure ce que le président de la République a prévu au niveau de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette visite intervient en marge d'une tournée à l'échelle nationale entreprise par le ministre conseiller afin de s'imprégner de l'état des lieux de l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission. C'est le thème qui retient l'attention à ce mini-colloque organisé en marge de la célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernardin Ganty, porté par l'Institut pontifical Jean-Paul II. Ce rendez-vous scientifique est l'une des nombreuses activités prévues en prélude au processus de béatification du feu cardinal Ganty. Candy Nwento nous fait le point. Et c'est dans cet esprit de la mission des laïcs que chacun à sa place consacre le monde à Dieu, que moi, humblement, et au nom du Saint-Siège, je déclare ouvert cette mini-colloque. Matinée de réflexion ce samedi 10 mai 2025 au siège de l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou. Sœur de Saint-Augustin, fille du cardinal Ganty, membre de l'Observatoire de l'Oratoire cardinal Ganty, étudiant, et la délégation venue de Rome sont ici réunis pour réfléchir sur les fruits du baptême du cardinal Bernardin Ganty 100 ans après. La Providence a marqué ce projet de son sceau puisque le même jour, la même date, janvier 22 2025, la conférence épiscopale du Latium a rendu public l'édit en béatification et canonisation du cardinal défunt. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui fait la liaison des événements. Le laïc et le baptême, un nouveau souffle pour la mission. C'est la thématique au cœur de ce mini-colloque avec un accent particulier mis sur la définition pastorale que le cardinal Bernardin Ganty donne du baptême, lien d'unité du peuple de Dieu. L'assistance a eu droit à un premier panel basé sur la théorie qui prend en compte 3 aspects, les laïcs, le sacré et la mission. Il est très important donc que chaque église particulière soit attentive à recueillir et à valoriser l'exemple des vies chrétiennes qui ont mûri au sein du peuple de Dieu, qui a toujours eu un certain flair particulier pour reconnaître ce modèle de sainteté. Le second panel est accentué sur le laïcat dans le testament du cardinal Ganty, le prêtre et les fidèles laïcs. Les laïcs, le baptême et le renouveau social au Bénin y compris. Le cardinal poursuit. Je pense surtout à leur formation. Il faut former les laïcs
2 différentes communications suivies d'un dialogue entre l'assistance et les panélistes qui ont permis de mettre davantage en lumière la personnalité du cardinal Bernardin Gantin et ses différentes vocations sur les laïcs. Ce rendez-vous scientifique s'est clôturé par la prière pour la béatification du cardinal Gantin dont le processus est en cours. Célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains au Bénin, l'autorité de régulation du secteur de la santé n'est pas restée en marge des festivités. Elle a saisi l'occasion pour montrer l'importance d'observer les règles d'hygiène des mains dans les formations sanitaires. C'est également le lieu pour les organisateurs de faire le bilan de la semaine d'activité initiée dans ce cadre. Florence Bossa et Rachid Soubérou pour les précisions. La Journée mondiale de l'hygiène des mains vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène des mains ainsi que de prévention et de lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé de faire le bilan des activités menées au cours de cette semaine que l'instance a dédiée à l'observance des règles de l'hygiène dans les formations sanitaires. Dès déjà le premier jour, il y a le message de lancement de la semaine qui a été par le président de l'ARS. Ce message a permis non seulement de communiquer notre programme, mais également de donner déjà quelques indications, quelques mesures. La deuxième grosse activité, c'est l'évaluation de l'état des infrastructures. La troisième et très grande activité, c'est les webinaires journaliers. Nous avons choisi des messages chaque jour par jour, adressés aux responsables des établissements de santé. Nous avons envoyé des équipes. D'abord au Chic à côté, vous savez que c'est l'hôpital de référence qui vient d'être là, et pour les accompagner et animer une communication à l'occasion de cette journée. Le thème retenu cette année est « Les gants parfois, mais l'hygiène des mains toujours ». L'hygiène des mains permet donc de sauver des millions de vies chaque année lorsqu'elle est pratiquée au bon moment et à la bonne manière dans le cadre de la prestation de soins de santé. L'importance de l'hygiène des mains, lorsqu'on ne fait pas cette hygiène-là, on augmente le taux d'infection nosocomiale. Et cette étude nous a permis de mobiliser tout le monde pour dire qu'il faut vraiment que nous lavons les mains avant d'entrer dans le service, avant de faire les soins à un enfant, entre 2 soins et même en sortant du service. En se lavant les mains correctement, nous empêchons la transmission des bactéries, nous évitons les infections et nous réduisons l'usage excessif des antibiotiques. L'observance des règles de l'hygiène des mains doit demeurer une lutte quotidienne car elle protège les patients ou clients, les familles ou les fournisseurs de santé. Le maintien d'une bonne hygiène des mains réduit le risque d'introduction de bactéries ou de virus nocifs et favorise un environnement plus sûr pour toutes les personnes concernées, ont souligné les conférenciers. Allons voir à présent à quoi ressemble l'unité moderne de transformation du soja inaugurée dans l'arrondissement de Lema dans la commune de Dassazoume. L'infrastructure vient s'ajouter à celle de Tidja et de Sobodome réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques. Sa mise en service a été couplée avec la remise d'équipements au 70 groupements de colonies. Hélène Amonso nous fait ici le point. L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques par des FIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Lema à Dassazoume. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisée équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage des matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons, contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFD tient à féliciter
la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des Collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production. Fin de cette session d'information. Retrouvez juste après moi la page sport avec Candide Ongueto. Absolument. Merci beaucoup à vous, Ingrid, pour la présentation de ce bulletin d'information. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, en attendant de vous donner la place à l'actualité des sports, 2 mots rapidement sur le programme. On aura tout à l'heure nos débats sur l'opération de la police républicaine engagée à Cotonou. Plus de 500 motos ont été saisies. Quelles sont les raisons et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, notamment sur d'abord la mobilité, la question de sécurité aussi dans la ville. On va en débattre tout à l'heure. On dira 2 mots aussi au sujet de l'usage des sachets plastiques depuis le vote de la loi qui sanctionne notamment l'importation, la commercialisation, l'usage de ces sachets plastiques non biodégradables. Rien n'a fondamentalement changé dans le quotidien des populations. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que justement les jeunes peuvent participer à la lutte contre ce phénomène? On en parle tout à l'heure avec mon invité, Godwin Bagbono, qui sera par ici pour nous expliquer les contours de cette initiative sur le campus destinée justement à sensibiliser les étudiants contre les effets néfastes liés à l'usage du sachet plastique. Voici les sports. Bonjour. Tanguy, bonjour. Les matchs de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans ont été joués hier. On connaît désormais les pays qui sont en demi-finale. Oui, 4 pays qui ont décroché hier le billet pour l'étape des demi-finales et donc l'étape avant la grande finale de cette édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Pour les 4 matchs des quarts de finale joués hier, ce sont des confrontations assez intéressantes. Pour la première, le Maroc s'est imposé au bout d'un match âprement disputé à son homologue de la Sierra Leone. La deuxième affiche a vu le Nigeria sorti devant le Sénégal et donc après un score nul et vierge au thème du temps réglementaire, les Super Aiglons se sont imposés à la fatiguée séance des tirs au but avec 3 tirs réussis contre 1 devant les Lionceaux du Sénégal. Dans la rencontre qui a opposé le Ghana à l'Égypte, c'est bien sûr le pays hôte, les Pharaons d'Égypte, qui sortent vainqueurs de cette confrontation au thème d'un match qui s'est soldé par un score de 2 buts par tour au thème du temps réglementaire. Et donc victoire au tir au but pour l'Égypte, 5 tirs réussis contre 4 devant le Ghana. La dernière rencontre de la journée de cette étape des quarts de finale a vu donc l'Afrique du Sud sortir la République démocratique du Congo au bout d'un score d'un but à 0. Il faut rappeler qu'au thème du temps réglementaire, le score était nul et vierge. Et donc c'est à l'étape des prolongations que les Sud-Africains ont su prendre l'avance sur leurs homologues de la République démocratique du Congo. Et donc les 4 pays qualifiés pour les demi-finales sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et puis le Nigeria. Ce sont les 4 pays donc qui vont poursuivre l'aventure et qui sont toujours dans la course pour le grade de cette édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Allez, on va changer de discipline. Oui.
On va parler basket. On s'intéresse donc à la balle, à la discipline de la balle au panier. La première phase de la Ligue Pro de cette discipline donc a pris fin depuis le dimanche. L'étape suivante s'ouvre cette semaine même. Il s'agit de la phase de qualification qui s'ouvre samedi prochain avec les équipes qualifiées dans chaque conférence pour la suite du challenge. Parlant d'équipes qualifiées au niveau de la conférence Nord, il y a Aspal BBC Lungu Basketball Club Bosco Star et l'US Gema chez les hommes et Koburu Cavalier associé Cabas au niveau des dames. Ponter de Djougou et Aspal Renouveau chez les hommes et Hoop Trumus chez les dames vont laisser les autres équipes continuer l'aventure. Du côté de la conférence sud, nous avons Elan Coton BBC, Énergie BBC Aspac, Basketball Club et la Renaissance Basketball Club respectivement positionnés bien entendu chez les hommes qui vont continuer l'aventure et vont disputer justement la phase de qualification. L'équipe d'Avron Communisport et AOL respectivement positionnés 5e et 6e au thème de la première phase au classement dans cette conférence sud ne vont donc pas disputer la prochaine étape, la phase de qualification. Et puis au niveau des dames, nous avons Énergie Basketball Club, Elan Coton BBC, Aspac Basketball Club et la Renaissance BBC qui sont qualifiés pour la phase suivante. Cette phase se déroulera en match aller-retour pour les 3 meilleures équipes qui vont composter les billets pour la phase de l'élite 6. Selon le règlement spécial de la compétition, il s'agit à l'issue de cette phase de qualification, il sera établi un classement pour dégager les 3 premières équipes pour la 3e phase du championnat, la phase dite Elite 6. Tanguy, nous sommes mardi et aujourd'hui notre traditionnel exercice s'interroge si on s'intéresse à un sport de combat qui est familier au Nord A. Il s'agit du kickboxing qui est une discipline qui connaît depuis quelques années son expansion au Bénin. Le samedi, les kickboxers de plusieurs pays d'Afrique et de la sous-région étaient à Cotonou pour la 2e édition du Gala international Africa Open Combat. Ceci après la première édition déroulée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Un rendez-vous sous-régional de kickboxing qui a permis et qui a réuni une vingtaine d'athlètes qui ont compéti pour des ceintures et des médailles. Mais une manière pour la fêtière de la discipline au Bénin d'offrir des compétitions tests à ces différents athlètes. Tanguy, le document de la semaine du jour s'intéresse à l'aspect de la dynamique d'amélioration des athlètes kickboxers qui sont appelés plus tard à défendre les couleurs nationales sur la scène internationale. On est en train donc de préparer, je veux dire, ce vivier-là dans la discipline. On va justement découvrir avec vous qui avez réalisé ce document-là le contenu de cette formation. En décembre 2024, le kickboxing béninois fait son premier saut dans le grand bain de la discipline sur la scène continentale. Une toute première participation du Bénin au championnat d'Afrique à Johannesburg, à l'issue de laquelle la sélection béninoise s'en est sortie avec 2 trophées de 3e place et un trophée de bravoure et passe ainsi à côté d'une qualification pour le rendez-vous mondial de Pékin 2025. Au retour de la compétition, place a été faite au bilan en vue de l'amélioration des performances à l'avenir. Nous pensons que les prochaines fois, les coachs ont dit on ne va plus commettre certaines erreurs. Des erreurs à éviter pour les prochaines sorties de la sélection nationale sur la scène internationale. Ce qui positionne le besoin d'offrir des combats réguliers aux athlètes aux premières loges des défis. La Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées a alors décidé d'accueillir à Cotonou la 2e édition du Gala international Africa Open Combat après la première édition déroulée à Abidjan. Un rendez-vous africain qui promeut les sports de combat sur le continent. C'est une ligue portée par toute l'Afrique. Nous allons faire ça ici. La prochaine fois, ça sera sûrement en Guinée équatoriale, ça sera quelque part d'autre au Nigeria, ainsi de suite. Voilà, donc voici un peu l'idée de Africa Open Combat. C'est une famille. La compétition réunit dans la ville capitale économique une vingtaine de kickboxers venus de 5 différents pays de la sous-région, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Gabon et le Bénin y compris. En organisant la 2e édition de ce gala international de l'AOC, la fêtière du kickboxing au Bénin offre un large plateau d'évaluation à ses différents athlètes, aux côtés de ceux venus des autres pays, ce qui permet aux différents kickboxers de voir leur niveau actuel et corriger les lacunes avant les prochaines joutes internationales.
Autour du ring, les passionnés du noble art et du kickboxing en particulier ont assisté à 9 différents combats à médailles en levée de rideau, dont 2 au niveau des dames. Ici, chaque kickboxer et kickboxeuse dispose de 3 rounds pour dominer son adversaire et s'offrir une breloque en or. Dans cette épreuve, les athlètes béninois se sont majoritairement illustrés. L'exemple de Rouge Dan Kozeroué en short noir qui défie Cédric Yannick de la Côte d'Ivoire dans la catégorie des 67 kg. Un duel qui a pris fin avant l'heure. Assez entreprenant dès les premières minutes, le kickboxer béninois voit son adversaire passer à l'abandon avant le dernier round. L'adversaire ne faisait pas les combinaisons. Quand il fait 2 combinaisons, il s'arrête. Donc moi, je contre-attaque très rapidement. Je ne lui ai pas laissé le temps pour se reposer. Donc quand je vois des vidéos, voilà, j'enchaîne avec mes combinaisons. Et je pense que c'est ce qui a fait que voilà, le combat s'est vite terminé. Tout comme lui, Mario Gaga, médaille de bronze au championnat d'Afrique à Johannesburg en 2024. Julian Awassou et Bouama Natim Diabo se sont eux aussi imposés à leurs adversaires respectifs. À l'heure du bilan pour les combats à médailles, le Bénin s'en sort avec 6 breloques en or devant le Niger qui repart avec 2 médailles en or. Moi j'ai commencé un peu trop fort les 2 premiers rounds, ce qui a fait que ça a complètement bouffé mon souffle. Et au 3e, c'était... L'autre, elle a compris que j'étais fatiguée, elle a essayé de remonter. Mais je pense que comme j'avais déjà appris les 2 premiers, c'était difficile pour elle de gagner le combat à la fin. Ces 3 jours derniers, on n'a pas mangé, on contrôlait nos poids. Donc quand je me suis souvenu de ça sur le ring, donc, j'ai pu donner le meilleur de moi. L'un des 2 combats vedettes de cette 2e édition du Gala international est le duel de la conquête de ceinture de l'AOC 2025 entre l'Ivoirien Forgo Aboubakar et le Béninois Ronan Olatunde. Un combat âprement disputé dont au thème des 3 rounds, c'est le kickboxer ivoirien qui est désigné vainqueur et s'empare de la ceinture. Je pense qu'en août prochain, Inch'Allah, on ira là-bas pour ramener cette ceinture. Je crois que ça, c'est ce que mes athlètes vont me promettre et on aura un bon combattant pour défendre, pour aller chercher cette ceinture. Le second combattant attendu de ce rendez-vous sous-régional de kickboxing est celui de remise en jeu de ceinture du Béninois Anoul Nouati qui défie l'Ivoirien Kouba CP. C'est un duel à suspense jusqu'au bout entre 2 adversaires ambitieux. Le détenteur de la ceinture veut conserver son acquis, mais son adversaire venu de la Côte d'Ivoire compte bien repartir avec. À l'issue des 3 reprises, le kickboxer béninois est déclaré vainqueur du combat et conserve sa ceinture après un duel difficile. Il était coup de taille, donc il arrivait à faire les esquives. Je voulais aller en kick, mais j'ai vu que c'est un boxeur. Donc je suis revenu au point, c'est là que j'ai pu gérer. Tout comme à Abidjan en 2024, le Gala international Africa Open Combat a été une belle fête de kickboxing à Cotonou. Un point à l'actif de la fêtière de la discipline au Bénin. Le kickboxing, c'est aussi les arts martiaux. Et vous avez vu, c'est des coups de poing, boxe, coups de pied, taekwondo, karaté, et ainsi de suite. C'est un tout. Et le président Soglo mérite que nous venions, n'est-ce pas, le soutenir. Parce que cette fédération est née il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez tout ce qu'elle fait. Sur le plan, je peux dire, promotion et développement, ils sont en train de faire déjà beaucoup de choses alors qu'ils viennent de naître. Donc nous les encourageons à poursuivre, n'est-ce pas, la bataille, parce que nous sommes sûrs d'une chose, le Bénin regorge de talent. Nous avons laissé partir une ceinture, mais c'est de bonne guerre. Je crois que les autres qui sont arrivés ici au Bénin ne sont pas venus également juste pour le spectacle. Des talents peaufinés. La Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées entend offrir davantage d'autres opportunités de tests de niveau à ces différents athlètes au-delà du championnat national. Et une présence régulière des kickboxers béninois sur le Gala international Africa Open Combat en est une. Déjà au mois d'août 2025, le Bénin sera parmi les pays qui vont honorer le rendez-vous de la 3e édition de l'AOC à Abidjan en Côte d'Ivoire, ce qui permettra aux athlètes béninois de se retrouver sur le ring avec les athlètes des autres pays de la sous-région pour un nouveau challenge.
Voilà donc le travail qui est en train d'être fait au niveau de la fédération béninoise de kickboxing, une fédération qui fait partie de l'une des dernières, bien entendu, qui ont été mises sur les fonds baptismaux au Bénin, et donc une fédération qui est née il y a à peine 2 ans. Tant qu'on va passer à une autre discipline maintenant, précisément le roller sport. Dimanche, les athlètes étaient du côté de Calavi, précisément sur l'esplanade du nouveau marché de Croix pour honorer le rendez-vous de la 70e édition du Challenge Cotonou Skating Open. Vous allez le voir sur les images. C'est un rendez-vous qui met en compétition les athlètes de différentes équipes affiliées à la fédération. Il s'agit d'une échéance qui offre une mise en condition pour les athlètes et sert aussi de plateau d'évaluation et de détection pour les prochaines joutes internationales. Durant plusieurs heures, les patineurs de plusieurs catégories, entre autres mini, super mini, cadet et élite, se sont mesurés dans plusieurs épreuves, dont le speed skating 1000 et 5000 mètres à points, le skateboarding et le inline freestyle. J'y arrive, slalom battle et free jump. On va sur ici un extrait de quelques athlètes qui ont participé à cette édition du Challenge Cotonou Skating Open. Au niveau des 1000 mètres, j'ai essayé habituellement pour les 1000 mètres. Je me mets souvent derrière mon adversaire. Quand je sais que je suis plus en concurrence avec quelqu'un, je reste souvent derrière la personne et on suit le peloton ainsi. Mais pour cette course, c'était un peu plus délicate. Ce n'étaient pas les mêmes adversaires qu'avant, c'était différent. Donc il y avait plus d'allure. Et disons qu'habituellement, je n'ai pas besoin d'accélérer au début avant de pouvoir dépasser ou bien de coller mon adversaire. On suivait habituellement un rythme. Mais maintenant, le niveau a changé. Et comme le niveau a changé, cette fois-ci, comme ce sont de grands adversaires, pour pouvoir les suivre, il faut un certain rythme. Donc, j'ai essayé de m'habituer à ce rythme et je n'ai pas pu tenir vers la fin. Il y a eu encore plus d'amélioration que les jours passés. On a trouvé certaines difficultés, mais ce n'était pas si difficile que ça. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai réussi toutes les étapes. Je pense améliorer mon boneless, scène figure et aussi mon show vite. Ce 70e acte du challenge est le 3e organisé au cours de cette année 2025 et à thème le niveau est en ascendance selon les techniciens de la fédération. Rassure à ce propos le vice-président de la fédération béninoise de roller sport. J'avoue que la 70e édition, on n'est qu'au début de ce programme, au cours de cette saison. Mais déjà pour une 3e édition, au lancement de cette saison, je crois que la performance a évolué. Au début, ils avaient quelques difficultés à mieux maîtriser le site, qui est un tout nouveau site après la démolition du stade général Mathieu Kérokou. Les 2 premières éditions ont permis de véritablement maîtriser les contours de la piste. Et là, ce que nous avons eu à cette édition, la 70e édition, nous permet de nous replonger dans nos performances et véritablement de comparer ces performances à ce que nous avions eu auparavant. Le challenge a toujours été, donc le pilier a été l'espace sur lequel la direction technique nationale puisse les meilleurs véritablement qui ressortent des différentes éditions jusqu'au championnat national, quitte à voir, à encore chercher au niveau national pour les amener donc au niveau international pour représenter le Bénin aux compétitions internationales. Allez, voilà qui met un thème au sport de ce matin. Tanguy, on va s'arrêter ici. Merci Candide pour la présentation de la page des sports ce matin. Allez, très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre invité. Il a dit, nous parlons ce matin donc de lutte contre les sachets. J'ai invité pour vous Godwin Babono, jeune étudiant, membre du groupe d'étudiants ayant initié une activité sur le campus intitulée Campus sans sachets. Monsieur Babono, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci d'être là. Pourquoi initier un projet du genre sur le campus? Ok. Il faut d'abord, je tiens à vous remercier et oui. L'initiation de ce projet sur le campus, nous avons vu que les étudiants continuent toujours dans
pas utiliser les sachets sur l'université. Et histoire de réduire un tant soit peu l'utilisation des sachets plastiques à l'université, nous avons initié ce projet. C'est dans ce cas que nous avons initié ce projet en collaboration avec l'ONG Mondation Durable et la SGDS. C'est ça. Alors, avant votre activité, faut-il le reconnaître, le rectorat avait quand même par le passé pris une décision pour interdire l'usage du sachet sur le campus. Alors, quel est le point que vous faites? Ok. Il y a certains acteurs universitaires qui sont en train de mettre en pratique, mais qui ont pris conscience de ce que le rectorat avait donné comme interdiction. Mais il y a d'autres qui continuent toujours par utiliser les sachets plastiques, ce qui fait qu'à chaque fois, on remarque la présence des sachets plastiques sur l'université. Pourquoi, selon vous, ça continue? Manque de sanction, manque de sensibilisation, manque de prise de conscience? Qu'est-ce que c'est? Bon, je crois bien que nous pouvons parler d'une... C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pris conscience de la chose, mais il y a d'autres qui ne taillent pas d'importance à la réduction, qui ne veulent pas contribuer à la réduction. Et ils s'entêtent toujours de faire chose, d'utiliser les sachets plastiques. Notamment vous les jeunes, vous êtes toujours accrochés aux sachets. Oui, bien sûr, mais ce sont souvent dans les centres commerciaux, parce que c'est là la source même, parce que les bonnes dames utilisent les sachets pour mettre les outils achetés et tout. Donc, normalement, c'est vers eux que votre sensibilisation doit aller. Oui, bien sûr. Et pas les étudiants. Bon, il y a aussi le fait que nous sommes dans le monde universitaire et nous sommes dans le cadre dans un lieu de savoir, dans un rôle lieu de savoir. Nous devons aussi amener les étudiants et ils seront les ambassadeurs auprès de la sensibilisation, auprès des bonnes dames. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la sensibilisation qui va aider les gens à changer de comportement? Oui. Après la sensibilisation, nous aurons nous allons amener les bonnes dames, ou bien nous aurons des formations en vue, histoire d'amener les bonnes dames à commencer par fabriquer les emballages biodégradables. Nous allons faire la promotion des emballages biodégradables. Même si on sait que l'habitude d'une seconde nature est difficile à enlever chez les gens, est-ce que la sanction, la répression ne pourrait pas aider aussi à changer les habitudes? Oui. Je crois bien que ça peut aider parce que vu qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre la situation, je crois bien que si l'État peut mettre en place, ou bien le rectorat peut toutefois mettre en place une punition ou bien une sanction pour sanctionner ceux-là qui polluent l'environnement à travers l'utilisation des déchets plastiques. On sait que les étudiants s'organisent mieux quand il s'agit justement de vie associative. Est-ce que pour la répression, les étudiants ne peuvent pas jouer un rôle? Oui, pour la répression, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les étudiants seront les ambassadeurs. Si on arrivait à sensibiliser les étudiants, parce que ce sont les étudiants qui font faire les bonnes dames pour acheter et tout. Donc, ils peuvent toutefois, au moment opportun, refuser de ne plus prendre les sachets. Ça va amener les bonnes dames aussi à ne plus utiliser les sachets. Quelles sont les activités au programme? Ok, nous aurons une marche de sensibilisation. Je tenais à souligner que c'est tout à l'heure, à 10h, sur le campus. Donc, nous aurons un rassemblement au niveau du Resto Beats. Et c'est de là que nous allons quitter pour faire une marche de sensibilisation. Après ça, nous aurons un ramassage massif de sachets sur certains sites que nous avons ciblés sur l'université, notamment les espaces publics. Et après ça, nous allons mettre en place un comité de suivi
Et ce comité, ce sont les étudiants qui vont constituer ce comité-là. Et ils soient à chaque trimestre, ou bien par trimestre, ou bien par semestre, organiser ces campagnes de sensibilisation, ou bien des activités allant dans ce sens, histoire de faire prospérer, ou bien de faire évoluer le projet Campus Sans Sachet. Et ils seront payés, les membres de ce comité? Bon, je ne saurais le dire pour le moment, mais quand même, je crois bien, s'ils sont en train de faire ce travail, peut-être il y aura une rémunération, on ne sait jamais. Au-delà du campus, hein, quelles sont les actions qu'on peut mener justement pour vraiment freiner l'utilisation du sachet plastique aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, il faut mettre en place une politique histoire de sanctionner ceux-là qui continuent toujours pas à polluer l'environnement à travers les sachets plastiques. Il faut aussi promouvoir la fabrication et l'utilisation des emballages biodégradables et toujours continuer par sensibiliser. Parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Godwin Bagbono, un mot pour finir. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons nous réunir tout à l'heure au niveau du Resto Bid et pour dérouler l'activité ou bien pour dérouler le projet Campus Sans Sachet. Donc, j'exhorte les acteurs universitaires à prendre en compte ou bien à prendre en compte, à mettre ces enseignements, tout ce que nous allons dire à travers les sensibilisations, à les mettre en pratique pour que nous ayons à l'université ou bien dans un environnement sain. Merci beaucoup d'être venu, Godwin Bagbono. Je rappelle que vous êtes jeune étudiant, vous êtes membre du groupe d'étudiants ayant initié l'activité Campus Sans Sachet. C'est une activité pour un peu sensibiliser à arrêter l'usage du sachet plastique non biodégradable. Bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé. Je rappelle que derrière Esther Tofa, on aura à suivre justement le magazine de la matinée. On aura aussi à suivre nos moments débat. Tout à l'heure, on va s'intéresser un peu à la question liée à la réparation engagée par la police républicaine depuis hier à Cotonou, notamment contre les motocyclistes n'ayant pas tous les papiers à jour, en tout cas les taxis motos pour être plus précis. On verra bien de quoi est-ce que ça retourne cette politique-là. Allez, Esther Tofa, bonjour. Bonjour, On va s'intéresser aujourd'hui à notre alimentation, dites-vous. Ouais. Eh bien, c'était dit souvent que la santé se trouve dans ce que l'on mange. Raison suffisante pour que nous fassions assez attention à ce que nous avalons. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? C'est une question assez complexe. Nous mangeons de tout et de rien chaque jour. Nos repas de chaque jour sont composés de plusieurs aliments qui sont bons ou mauvais pour notre santé. Mais la tendance aujourd'hui avec les jeunes, ce sont les fast-food, hamburgers, shawarma, hot dog. En résumé, des aliments que nous avons du mal à cuisiner, que beaucoup d'entre nous ne peuvent cuisiner. Alors, voilà, à la maison. Approchée par nos équipes, Madame Ifeka aussi, elle est nutritionniste, diététiste. Elle met en garde contre les dangers que représentent ces fast-food. On va la suivre. La première chose avec les aliments béninois, ou encore aliments locaux, ou encore aliments ancestraux, c'est que déjà, depuis qu'on est au mieux, vraiment au mieux, éloignez-vous des fast-food. Parce que les fast-food sont des aliments, déjà, pour faire des compositions rapides, il y a forcément des pré-transformations qu'on fait. Donc, on va forcément traiter la viande, on va traiter les petits pains que vous voyez là pour faire, par exemple, un hamburger, on va traiter le pain, on va éliminer certains produits nutritifs pour conserver. Et en fait, en 2 minutes ou en 3 minutes, c'est vrai que c'est prêt rapidement, mais la pré-transformation qui est faite est nuisible pour vous. Parce qu'on pré-transforme et quand on finit de pré-transformer, on ajoute forcément des conservateurs. On ajoute aussi du sel et on ajoute du sucre. Donc finalement, toutes ces différentes transformations vous apportent des molécules qui vont créer des inflammations dans votre organisme et qui, au finish, vont aussi vous exposer à l'obésité.
Elle préconise donc plutôt les produits locaux, c'est-à-dire les aliments de chez nous. Nous avons vraiment parfois du mal à consommer ces aliments-là. Et si nous devons par exemple faire un choix entre la patate douce et la pomme de terre, le choix est vite fait. On va dire la pomme de terre parce qu'on peut frire, ça fait un peu chic. Mais ça fait un peu branché. Voilà, ça fait un peu branché. Cependant, la patate, par contre, ça fait villageois. Voilà, on dit que ça fait villageois. Ça fait trivial. Voilà. C'est ça. Enfin, perception assez, mettons, maladroite que nous avons de nos propres produits. Voilà. En fait, elle recommande vivement de primer, de plus considérer nos produits locaux dans notre alimentation. Elle va nous en parler. Avec les aliments béninois ou encore aliments locaux ou encore aliments ancestraux, c'est que déjà depuis qu'on est enfant ou nos parents, nos grands-parents ont eu l'habitude de les consommer. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce sont des aliments qui, la plupart, n'ont pas subi de transformation industrielle ou de transformation poussée. Plus un aliment est naturel, plus un aliment est frais, mieux il est pour la santé. Ça, c'est connu. D'accord. Donc, ça, c'est déjà deux aspects qui sont importants. Le troisième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce sont des aliments qui sont accessibles. C'est des aliments qui ne coûtent pas cher. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans un foyer où vous n'êtes peut-être pas très nanti, quand vous avez le choix, d'abord, quand vous allez au marché, que vous voyez, par exemple, la patate douce, quand c'est la bonne période, vous pouvez avoir 1 kilo, 1,5 kg, même 2 kg de patates douces à 500 francs. À contrario de la pomme de terre, vous-même, vous savez, vous voyez un peu. À contrario, par exemple, du quinoa ou à contrario du riz, forcément, la patate douce va coûter moins cher par rapport à la pomme de terre. Et quand vous voyez sur le plan nutritionnel, moi, je préfère la patate douce à la pomme de terre. Mais pour faire chic et riche, quelqu'un qui va au marché va se dire, ouais, la patate douce, c'est négligé, c'est pas bon, etc. Mais c'est pas vrai. Les aliments locaux ont leur valeur. Je prends aussi le groupe des légumineuses, les haricots. Ce sont des aliments qui sont très bien pour la santé quand vous les mangez sous la bonne forme. Ils sont locaux. Vous avez l'haricot rouge, l'haricot blanc, le vanzou, le cassoulet, lui, il est un peu plus cher. D'ailleurs, on ne le mange pas souvent. Mais vous avez quand même des aliments qui sont de chez nous et qui coûtent moins cher. Les légumes, je le dis, je le répète toujours, vous n'avez pas besoin de manger des salades, du chou, du brocoli avant de manger sain. Vous avez du crin-crin, vous avez du gombo, vous avez les menthes, vous avez tous nos légumes locaux que vous pouvez manger sainement. Il suffit juste de ne pas ajouter une tonne de sel, de ne pas ajouter nos cubes jaunes là. Vous savez de quoi je parle? D'ajouter nos condiments, un peu de moutarde, un peu de langouin, un peu d'épices pour avoir des plats équilibrés. Donc oui, les aliments béninois ou les aliments locaux ont leur valeur dans notre alimentation. Il faut que les gens arrêtent de se dire que pour manger sain, il faut forcément être extrêmement riche. Ce n'est pas vrai. Voilà, pour manger sain, il ne faut pas forcément être très riche. Le crin-crin, c'est un aliment très prisé. Par contre, des Béninois, nous, on adore le crin-crin avec la pâte. Ah oui. Et les feuilletins, c'est très agréable. Parfois, on n'a même pas besoin d'une complication dans la composition. Hein. Non, du tout pas. Vous l'aviez dit, les feuilletins, voilà. Peut-être des crabes par ici. C'est ça. Ça va largement et ça vous permet en tout cas d'avoir un bel appétit à manger et surtout à manger très sain. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, nos produits locaux ne sont plus vraiment des produits locaux tout naturels parce qu'on a beaucoup d'engrais pour faire la culture. Parce qu'on est pressé pour que ça mûrisse. Quand ça mûrisse rapidement, ou bien on a des procédés pour forcer, je dois dire, les fruits à mûrir, par exemple la mangue, la banane, etc. Voilà, et ça vous fait galérer sérieusement sur le plan santé. Alors, il faut vraiment que les agriculteurs repensent leur méthode de culture, laisser les aliments mûrir comme il faut pour préserver notre santé. Alors, comment se ménager pour avoir un plat équilibré? Il y a une alimentation saine pendant que nous passons plus de temps au dehors qu'à la maison. Madame Ifeka aussi nous donne quelques astuces à nous qui passons plus de journées au travail pour avoir une alimentation saine. On va l'écouter. Quand on veut changer d'habitude alimentaire, ça demande forcément des efforts. Ça demande de l'investissement. Donc forcément, il y aura un investissement financier. Il faut planifier les repas. Il
vous pouvez faire la liste de ce que vous voulez manger au cours d'une semaine. D'ailleurs, même au cours du mois. Regardez dans votre garde à manger, dans votre réfrigérateur, déjà ce que vous avez. Ensuite, regardez qu'est-ce que vous mangez correctement à la maison. Quelles sont vos préférences alimentaires. En fonction de ça, vous définirez les repas. Vous pouvez faire de petites sauces que vous mettez au réfrigérateur ou alors vous faites quelques préparations de telle sorte que quand vous entrez en cuisine, vous savez bien de quoi je parle, quand vous entrez en cuisine, vous aurez juste besoin de 15 minutes ou de 20 minutes pour rapidement faire à manger et manger plus sainement. Ce qui est sûr, c'est que si vous cuisinez à la maison, ce que vous mangerez forcément plus sainement. Si vous respectez pas trop d'huile, pas trop de sel, etc. Voilà Tanguy, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Se lever chaque matin pour... Je ne vous le fais pas dire. Pour préparer ce qu'on a à manger durant toute la journée. C'est vraiment difficile, mais bon, à commencer petitement, on va finalement s'y habituer. Et surtout, il faut faire un grand effort par rapport au fast-food. C'est très mauvais pour notre santé. C'est de la malbouffe en réalité. Ah, ils ne seront pas contents de vous ce matin, en tout cas, les promoteurs de fast-food. Il faut dire que ce n'est pas tous les produits, en tout cas, dans les fast-foods qui sont forcément compliqués. C'est surtout, mettons, les plats ou les préférences importées qui posent sérieusement problème. Et avec aussi beaucoup de graisse, la composition, voilà. beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, etc. Sinon, on a des fast-food où on vous sert de bons spaghettis simplement faits des salades vertes avec beaucoup de choses assez intéressantes dedans qui vous aident un peu à bien vous alimenter et à vous alimenter sainement. Donc, c'est pas une guerre contre les fast-food. Non, du tout pas. Pas une mauvaise publicité contre les fast-food. Voilà. Allez, Esther Tofa, merci beaucoup. On va se voir certainement mardi prochain. Ah non, tiens, mardi, je ne serai pas par ici. Oui, je vais laisser certainement mon siège à Eric pour vous tenir compagnie. Allez, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre magazine de ce matin. Je vous l'avais promis, on va s'intéresser un peu à la pisciculture, notamment à John, un acteur a pu s'inspirer autrement que de créer, je dois dire, des conditions artificielles pour la production donc du poisson. Il s'est installé sur les flancs de l'Ouémé. Là-bas, il a utilisé la nature et les produits naturels et ça donne de bons résultats. On va suivre. Sur les flancs du fleuve Ouémé, à Akbadanou, dans la commune d'Adjourou, un jeune promoteur agricole a installé sa ferme piscicole. Sur un espace qui occupe 6 hectares environ, il a étalé ses étangs en creusant dans la terre molle et riche du bas-fond. Ici sur le site, nous avons 139 étangs de 200 mètres carrés. Nous avons 4 étangs de 400 mètres carrés et nous avons 12 étangs de 50 mètres carrés. Pardon. Ça là, c'est les petits étangs. Nous élevons les clarias et nous élevons aussi le tilapia et surtout le tilapia. Le clarias, nous avons démarré son élevage depuis plusieurs années, mais suite à la baisse de Naira, de l'échange de Naira, on a dû abandonner pratiquement ça. Et c'est quelques étangs seulement qui contiennent les clarias. Uniquement les gens de Nigeria font un mets avec le clarias. Donc, comme l'échange ne portait plus son fruit, et le prix auquel nous-mêmes nous achetons les proventes fait que
on ne peut plus continuer. En décidant d'installer la ferme dans la nature, le promoteur avait un objectif: profiter au maximum de l'environnement et de ce qu'il offre pour faire prospérer son initiative et surtout proposer à la clientèle de quoi manger sainement. Et quand vous consommez notre tilapia, c'est tout comme si c'est venu du fleuve. Ce n'est pas... On ne sent pas le goût de l'élevage. Tel que vous-même vous le voyez, vous voyez que nous sommes dans un milieu naturel. Les poissons vivent naturellement. Et nous utilisons peu de provende parce qu'il y a les plantes et autres ressources dans les étangs que les poissons consomment. Et sur les digues, nous faisons un peu le jardinage. Donc nous faisons les légumes un peu pour ne pas perdre l'espace. Ici donc, la nature est au service de l'élevage des poissons et chaque centimètre carré est utilisé pour faire profiter aux produits halieutiques les bienfaits de la nature et de ses éléments. Oui. Les poissons mangent les herbes qui sont dedans. Vous allez voir les racines. Le soir même quand vous venez, ou bien si vous voulez, je peux chercher la feuille de moringa là, et tout de suite mettre ça dedans et vous allez voir qu'ils vont commencer par consommer ça. Même si je cherche les feuilles de manioc, vous allez voir, ils vont commencer par manger devant vous. Donc, c'est pourquoi l'élevage dans le milieu naturel est plus bénéfique que l'élevage dans les bassins. Les bassins, c'est vous qui apportez tout au poisson. C'est vous qui apportez tout. Alors que dans les étangs, dans les bas-fonds, ou bien sur les fleuves avec les cages flottantes, ce n'est pas seulement votre alimentation qui sert les poissons. Vous allez voir d'abord, il y a des petits alevins là qui se dirigent vers ces feuilles. Il y a d'autres qui se cachent sous ces feuilles. Et vous allez voir tout à l'heure, ils vont commencer par manger un peu. La feuille de moringa n'est pas pour polluer l'eau, non. Au contraire, la feuille de moringa purifie l'eau. Et non seulement ça, c'est riche en protéines. Donc, ça nourrit et renforce aussi les poissons. C'est pourquoi dans toute composition, dans toutes les compositions que nous faisons pour les provender, on met toujours la poudre de moringa dedans. Et ça nous permet de réduire le coût de la provende. On met un peu dans tous les étangs. Nous le faisons 3 fois par semaine. Et comme on traite les volailles, on leur donne de produits, c'est-à-dire de médicaments pour les traiter. Ici, c'est ceci, nous donnons à nos poissons et tilapia. Et puis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tilapia mort, parce que il y a certaines fermes, quand vous vous levez, vous trouvez des tilapias à la surface tous les jours. C'était ici. Et pourquoi?
Bien. Dans le bas-fond, il y a plusieurs types d'espèces. D'Azola, ici, nous avons le mâle, la femelle. Ici, c'est la femelle. Vous allez voir, les poissons vont s'abattre pour pouvoir consommer ça. Voilà. Donc, ceci nous aide à réduire le coût de la provende. Ça nous aide beaucoup. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des étangs là-bas et c'est uniquement là-bas on fait la multiplication de cet espace. De cette espèce, on fait sa multiplication. Au début, on empoisonne l'étang. Et avec le nombre d'alevins que nous avons mis dans l'étang, c'est en fonction de ça, on les nourrit. Et il y a les étangs de pêche, nous avons les étangs de pêche. On les met dans ces étangs de pêche-là, c'est-à-dire les poissons qui sont prêts à consommer. Donc, c'est dans les étangs de pêche, on les pêche pour aller vendre. Faire de l'élevage de poissons dans des étangs naturels présente un certain nombre de contraintes. Ici, sur cette ferme, on ne pêche les poissons que tôt les matins ou les soirs au coucher du soleil. Cela appelle beaucoup de précautions et de détails que faire l'expérience en dehors des prévisions est quasi impossible. Il faut attendre demain. Le lendemain, très tôt le matin, les pêcheurs sont mobilisés pour la pêche expérimentale. Il faut commencer par communiquer avec les poissons. Les gros poissons ont tendance très tôt le matin à bien manger, plus que les petits poissons. Et comme c'est les gros poissons nous voulons, c'est pourquoi on les a alimentés d'un côté. Donc on met suffisamment le filet par terre pour que les poissons ne passent pas par le bas. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir aussi les bouts. Et la majorité des poissons pour s'échapper, ils passent par le bord. Donc c'est pourquoi le pêcheur fait tout possible pour contrôler le bord pour que les poissons ne s'échappent pas. Nous sommes déjà à la fin. Donc le pêcheur essaie de soulever maintenant les abords du filet pour garder les poissons pêchés. Vous voyez, les poissons aussi s'échappent et ils se défendent. Ils se défendent. Voilà comment ça se passe. On va contrôler les poids et vous allez voir les gros déjà à partir de 200 grammes. C'est les poissons que nous sélectionnons. On les met dans les étangs de vente et au retour maintenant on les nourrit activement. Ici le poids ça fait 0,50. Ça fait demi-kilo. Demi-kilo dans 2-3 mois. Et je pense que ça doit donner, nous avons combien de poissons ici? On a 3. Et nous avons 8 poissons là. Donc dans 2-3 mois, on doit avoir 3 kilos. Les demi-kilos vont donner 3 kilos. Ces contrôles, l'équipe les fait de façon cyclique avec toute la rigueur qui doit accompagner. Une première contrainte qui s'ajoute au préalable qu'il faut pour entrer dans cette activité assez délicate mais rentable selon les acteurs. Ici, c'est un étang de vente. Et maintenant, on les met dedans. Et je vous assure, c'est rentable. C'est pourquoi j'ai parlé de la formation en premier lieu. Si vous avez les techniques qu'il faut, c'est rentable. Et surtout, les tilapia miss, je vous l'avoue, si vous n'avez même pas de moyens
et vous voulez le faire, vous pouvez le faire, compte tenu du milieu. Mais dans les bassins, il faut de gros moyens pour pouvoir élever les poissons dans les bassins. Mais dans les milieux naturels, vous n'avez pas besoin de gros moyens. Et dans les milieux naturels, c'est encore plus rentable que dans les bassins, c'est-à-dire sur la terre ferme. Avant de démarrer, avant de mettre les alevins dedans, il faut la disponibilité d'abord des proventes. Sinon, un seul jour, si vous ratez un seul jour d'alimentation, il vous faut 2 semaines pour récupérer une seule journée. La construction d'un étang, ça coûte. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas une banque qui finance les activités agricoles. Donc, comme c'est de l'agriculture, pour avoir de financement, vraiment, c'est un peu difficile. Avec le temps, la ferme a acquis en expérience et la partage avec ceux qui le désirent. Des formations sont proposées et des services offerts pour la mise en place, le suivi et l'appui conseil des personnes ou organisations décidées à s'investir dans la pisciculture. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, Hey. communiquer, Hey. communiquer. Hey. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, hein, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence
Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rubrique Une date, une histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 133e jour de l'année et nous célébrons Sainte-Rolande. « 13 mai 1958, des colons et militaires français à Alger forment un comité de salut public pour protester contre la politique du gouvernement français en Algérie. Ils réclament le retour de Charles de Gaulle au pouvoir. Cet événement déclenche la chute de la 4e République et ouvre la voie à la création de la 5e République en France. « 13 mai 1972, une manifestation étudiante à Antananarivo contre le régime de Tsiranana dégénère en révolte populaire. La répression fait plusieurs morts, provoque une grève générale et conduit à la chute du régime, transférant le pouvoir à l'armée. Cet événement marque un tournant vers une réelle indépendance. « 13 mai 2005, 62 mercenaires sud-africains arrêtés en mars 2004 à Ahar ont été libérés après avoir été condamnés pour leur implication dans une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Ils ont été rapatriés en Afrique du Sud, suscitant une attention internationale. 13 mars 2012, la médiation de la CEDEAO au Mali a échoué, malgré des tentatives pour résoudre la crise politique après le coup d'État du 22 mars 2012. Les médiateurs ont quitté Bamako sans parvenir à un accord sur la désignation du président de la transition, aggravant ainsi la situation politique et sécuritaire du pays. 13 mai 2019, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir est officiellement inculpé pour incitation et participation du maître de manifestants lors du soulèvement populaire ayant conduit à sa chute en avril 2019. Cela conclut notre rubrique pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Dans une minute, il sera 8h30 à Cotonou. C'est à ce moment-là que nous commençons justement avec notre débat de ce matin. Luc, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. La police qui a engagé depuis hier une répression, notamment dans le rang des conducteurs de taxi-moto. Il devrait, ma foi, réunir un certain nombre de pièces avec lesquelles doivent circuler. Résultat et récolte. À la fin de la journée, plus de 500 motos à raisonner. Eric? C'est dire que dans le rang des conducteurs de taxi moto, nous en avons en tout cas en quantité considérable qui circulent justement avec des motos sans pièces. Comme on dit, on savait que c'était une pratique qui court dans le secteur, mais pas jusqu'à cette envergure, parce que le nombre de motos à raisonner justement en état record est quand même assez consistant. Donc je pense que ça fait partie des infractions routières les plus connues où on dispose d'une moto qui permet justement de mener une activité économique, mais on n'a pas toujours le souci de garder les pièces de ces motos et cela pose un problème justement du côté des agents de la police républicaine. Donc je pense que sans doute que les agents ont observé de plus en plus que cette pratique continuait justement
par trouver un écho favorable chez les conducteurs de taxi-moto qu'il fallait justement lancer cette opération. Mais je pense que les conducteurs de taxi-moto doivent savoir justement que c'est votre outil de travail. Il faut faire en sorte que cet outil soit régulier, en tout cas du point de vue de la loi, et justement faire en sorte que cet outil qui vous permet justement d'avoir des ressources ne soit pas un problème pour les agents de la police. J'imagine ces personnes auprès de qui on a récupéré ces motos doivent se retrouver aujourd'hui sans moyens roulants pour pouvoir mener leur activité économique. C'est un problème. Dieu seul sait aussi qu'au-delà des conducteurs de taxi-moto, combien sommes-nous en tant que citoyens, que ce soit une voiture, une moto, n'est-ce pas, où nous circulons justement d'un point A à un point B sans justement ces pièces-là. Je pense que pour un citoyen qui n'a pas envie justement de se voir, comment on dit, interrogé par des agents de la police, le mieux à faire justement, c'est d'avoir ces pièces à jour. Oui, Ulrich. Vous savez, la prescription routière exige que tout engin qui doit être mis dans la circulation doit avoir des pièces. Et ces pièces sont connues par tout usager. A priori, quand vous avez une moto, par exemple, vous avez quand même au moins les pièces de la moto. D'abord, quand je parle des pièces de la moto, les pièces d'achat de la moto, les pièces de dédouanement de la moto, les pièces d'immatriculation de la moto. Donc, a priori, ça déjà, c'est ce qu'on appelle, comme pour tout citoyen, la carte d'identité de la pièce de l'engin. Donc, une moto qui est dans la circulation doit d'abord avoir ses préalables, ses prérequis. Maintenant, une moto qui sert à faire du transport commun doit avoir d'autres pièces complémentaires. Par exemple, le droit taxi. Le droit taxi, c'est une pièce qui est normalement délivrée par la mairie, par la municipalité, et chaque personne, chaque usager qui désire le faire justement, le transport en commun doit aller vers les services précis, parce qu'il y a des directions bien précises pour cela, pour ces formalités. Vous allez vers ces directions et vous faites les formalités, et il y a même des renseignements à donner. Par exemple, à qui appartient la moto? Parfois, ça peut ne pas être votre propre moto, une moto que peut-être quelqu'un met en gage ou en bail pour pouvoir vous aider à faire ce travail-là. Donc, on a nécessairement les pièces de la moto, comme je l'avais dit à l'entame. On a ensuite les pièces d'identité de celui à qui appartient la moto, parce que le conducteur peut être différent du propriétaire de la moto. Et maintenant, les pièces d'identité du conducteur. Et le contrat de bail qu'il y a aussi, si possible, entre les deux. Et c'est après ça que la municipalité, à travers son service qui est concerné, délivre normalement le droit taxi. Donc, n'est pas conducteur de taxi, que nous appelons, taxi-moto, que nous appelons communément Zémidjan, quelqu'un qui peut se lever du jour au lendemain. Par exemple, si par exemple j'ai ma moto et que je finis peut-être mon service, je dis bon, je vais arrondir mon salaire, et puis je prends ma moto, j'enfile simplement une blouse, et puis je rentre dans la circulation, ça pose un problème. Donc, c'est après maintenant l'enregistrement officiel au niveau de la municipalité ou de la commune que vous avez un numéro d'immatriculation. C'est ce numéro d'immatriculation qui est inscrit au dos de votre blouse, et aussi au niveau du de la pochette, au niveau de la poitrine. En un mot, vous êtes immatriculé, vous êtes identifié, connu par les services publics exerçant un métier comme ça. Ça veut dire que si entre-temps, vous prenez un usager, vous prenez un citoyen, et que quelque chose arrivait, on peut dire oui avec précision, c'est telle personne immatriculée de telle manière et la moto appartient à telle personne. Vous voyez déjà, si chaque usager, si chaque conducteur de taxi-moto faisait ces formalités-là, ça veut dire que ceux qui prennent les émigrants sont en sécurité parce qu'ils savent avec précision qui les a pris. Mais qu'est-ce qui se passe de plus en plus? C'est vrai qu'on sait que la morosité ambiante fait que certains disent qu'ils doivent arrondir leur salaire, ils vont arrondir leur paye. Il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui, on en rencontre, il y a beaucoup de fonctionnaires qui rentrent dans ce métier. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent les cours et qui se lancent dans ce métier. Ce n'est pas interdit. Ce n'est absolument pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de le faire de façon illégale. Vous voulez faire aussi, je suppose, vous êtes étudiant, vous avez votre moto, mais vous voulez arrondir peut-être la fin du mois, votre salaire ou bien votre paye, pour pouvoir glaner le fond de la marmite et trouver quelque chose pour pouvoir survivre à vos besoins. Il faut quand même le faire de façon réglementaire. Le faire de façon réglementaire, c'est quoi?
Je suis étudiant, d'accord, c'est ma moto, d'accord, mais je vais vers les services adéquats pour pouvoir faire la formalité, leur dire, je veux faire ce service-là, je veux offrir ce service aux populations, parce que au-delà de tout, c'est un service qu'on offre aux populations. Imaginez un peu le nombre de parents qui prennent des étudiants pour leurs enfants. Des étudiants, a priori, les parents, ils ne demandent pas souvent grand chose. Ils ne demandent pas est-ce que tu as ton droit taxi, est-ce que tu as Très peu de parents demandent tout cela. Peut-être que c'est un étudiant qui est à côté, c'est un voisin, et on estime que, bon, comme c'est un voisin, on le connaît, ou peut-être on l'a connu par une tierce personne, et on dit, bon, je vais souvent amener mes enfants à l'école, j'ai besoin de quelqu'un pour les accompagner. Vous confiez vos enfants à ces personnes-là, qui, a priori, peut-être ne sont pas immatriculés, ne sont pas enregistrés, ne sont dans aucun registre officiel, si on ne le souhaite jamais, et qu'on ne le souhaitera jamais. Si quelque chose arrivait, est-ce que vous pouvez les identifier un jour? Est-ce que vous pouvez savoir où ils sont? Si le gars disparaissait du jour au lendemain, il n'y a pas de pièce d'identité pour l'identifier, pour savoir, même s'il fut pour aller à Boïkon, à Tchumi, à Kamtchaka, où il veut, on peut l'identifier à tout moment, mais la personne, vous n'avez rien, vous n'avez aucune pièce de lui. Donc ça pose un problème. Autre chose aussi, vous savez, il y a beaucoup de motos volées aussi, qui sont de la circulation, donc dépourvues de pièces. Donc cette opération-là permet aussi de faire un tamis et de savoir effectivement quelles sont ces motos officiellement mises en service, qui répondent aux normes et qui également permettent quand même aux personnes de circuler. Parce que Zémidjan qu'on dit, taxi moto bien évidemment, c'est pour faire le transport des personnes. Et parfois des biens aussi, parce qu'on voit aussi des bagages sur les motos. Mais quand vous le faites sans les règles, vous ne les faites pas en respectant ce qu'il faut, ça pose un problème. Seulement que j'ai un bémol, hier j'ai discuté avec un conducteur de taxi moto qui a attiré mon attention sur un aspect que j'aimerais bien aussi vérifier. Il a notifié que certains étudiants, quand on les arrête, ils présentent un reçu de paiement de droit taxi, mais que la police leur exige des carnets ou une carte. C'est à ce niveau que je n'ai pas encore toutes les précisions. Pourquoi la mairie délivre un ticket et de l'autre côté, on demande une carte? Je veux bien comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Si effectivement, il y a un problème à ce niveau, alors ce n'est plus la faute à ces conducteurs-là. Il faut véritablement que la conciliation soit bien faite au niveau des différentes structures de régulation, au niveau de la police et au niveau de la municipalité et au niveau des communes aussi. J'avoue que j'ai été impressionné par le nombre de motos à raisonner. Il y a 500. C'est dire tout le laxisme qu'on a laissé justement dans ce secteur-là, et les gens ont joué avec notre santé. Oui, absolument. Non seulement avec notre santé, mais aussi avec notre sécurité. Parce que si, comme on dit, on a pu laisser les choses en l'état. Rien que pour Cotonou. Rien que pour Cotonou. Et ce n'est quelques jours une seule journée d'opération. Donc imaginez ce que cela aurait pu donner si on continuait justement pas mener cette opération qui avait été annoncée en février. Et donc je pense qu'on s'amusait aussi avec notre sécurité, parce que comme l'a relevé Ulrich, quand vous êtes détenteur d'un engin qui n'a justement pas de pièces, qui ne peut pas identifier le propriétaire, c'est que justement on est livré à des inconnus dans ce métier. Et Dieu seul sait combien les Cotonois justement utilisent ce moyen de transport dans leur déplacement, dans leur va-et-vient. Avouons-le, nous sommes tous usagers des conducteurs de taxi moto. Parfois, on a envie justement de se rendre à un point A, et bien on prend rapidement le ZEM qui est à côté. C'est très populaire, donc on ne peut pas s'amuser avec un secteur qui rend un service aussi populaire. Donc je pense que c'est assez important. Et quels sont alors les mécanismes de contrôle? Parce que c'est quand même un secteur où nous avons des associations de conducteurs de taxi moto très connues, ils font des enregistrements et tout ça. Mais après, c'est aussi le problème des hommes. On arrive toujours à trouver des failles, n'est-ce pas, pour entrer dans des secteurs. Oui, nous avons des gens qui viennent sans remplir aucune formalité. Il suffit juste d'avoir une moto, on va au marché acheter une popeline et puis voilà, tout est cousu et on rentre en circulation. On commence par faire du zémidjan. Comme on est convaincu qu'avec le nombre qu'ils font, qui va prendre la peine
de se mettre sur un carrefour, de commencer par vérifier, par contrôler vraiment est-ce que ce Zemdiaman est régulier vis-à-vis des tests, est-ce que la moto qu'il utilise, elle est régulière. C'est assez harassant. Et je pense même que la police ait pu mobiliser des hommes et des ressources pour se lancer dans une pareille traque. Ça n'a pas été une décision facile. Après, on se dira, ils le feront pour combien de temps, pour combien de jours? Justement, le temps que quelques esprits retors se calment, et puis on va se retrouver à nouveau avec les mauvaises habitudes. On ne va pas dire que la police dormait, non? Absolument. Ça fait quand même 500 motos pour une seule journée. Absolument pas. On a l'impression qu'il n'y avait pas de force de l'ordre, qu'il n'y avait pas de mairie, qu'il n'y avait rien, et chacun faisait comme il voulait. Non, si vous dites ça, vous oubliez un aspect très important. C'est ici que nous avons même dit que parfois les contrôles sont parfois harassants. On l'a bien dit ici par moment. C'est un peu comme si on est en train de pousser les populations jusqu'au recoin de la nervosité. A dit, quand la police est toujours là, toujours en train de courir derrière eux, à tout moment en train de faire... Et le comme c'est que, vous observez un peu, sans opération, regardez le flux de conduite de moto qui quitte Abomey-Calavi, Godomey pour Cotonou. Quand il n'y a pas encore opération, regardez comment la circulation elle est chargée. Imaginez maintenant juste une petite opération, un lundi matin, un mardi matin, là, à cette opération, ce sont ces mêmes populations qui vont commencer par crier pour dire que la police fait tellement de contrôles que nous n'avons même pas le temps de passer parce que la voie est bloquée, il y a tellement de choses. Nous le savons, nous connaissons toutes ces réalités-là. Oui, mais cette opération, la police ne peut pas choisir. Non, et cette opération, ne peut pas choisir un lundi matin. À quelle heure ces motos passent souvent? Sur une grande artère, à quelle heure comme celle-là qui passent dessert souvent? Si les gens savent, si vous savez que la police ne fait pas des opérations à des heures données et que vous êtes fautif, quelles sont les heures qui sont privilégiées pour vous a priori? Mais ce sont ces heures. Non, disons-nous la vérité, ce sont 16 heures. Si vous savez qu'à une heure précise, que la police ne peut pas faire des opérations parce que ça risque de bloquer la circulation, mais cette heure est privilégiée pour vous parce que vous êtes, là vous vous retrouvez de plein pied dans votre milieu. Mais vous allez remarquer permettez de vous relancer. Mais vous allez remarquer que... Allez-y seulement. On a des commissariats d'arrondissement. Si. Qui peuvent faire des descentes dans les quartiers. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas besoin forcément pour faire un contrôle de venir devant Canal 3 et arrêter la circulation devant Bénin Marché. Où roulent très souvent ces motos. Ce sont des questions que vous allez vous poser. Et le problème, c'est que ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une nouvelle opération, c'est une opération qui date depuis 2 ans. C'est une opération qui est inscrite dans le volet sécurité. Et ce n'est pas la police républicaine qui a initié cette opération. Cette opération a été initiée par la NAT depuis très longtemps. C'est un concert ANAT, CNSR, mairie de Cotonou, et on utilise maintenant le bras réprimandaire de la police pour pouvoir régler la situation. Sinon, c'est un autre. Et je pense même qu'il y a le commissaire Dalokono, le directeur départemental de la police républicaine, qui a même expliqué un peu le contexte de cette opération. Je pense que si la régie a la vidéo, nous pouvons rapidement suivre ça. Et là, ça va nous permettre de nous recentrer dans on va laisser la police faire son travail. Oui. Je pense que il est nécessaire que le contrôle soit régulier. Ouais. Et bon, avouons-le peut-être. Justement, il ne devrait pas avoir des audiences foraines pour faire contrôle sur la route, oui. Oui, peut-être parce que le travail à faire est immense. Et on ne peut pas l'assurer de façon régulière, justement, parce qu'ils sont nombreux. De combien de conducteurs nous avons juste dans la ville de Cotonou, mais c'est énorme. Sans compter ceux qui nous viennent des villes qui entourent, qui ceinturent Cotonou. Surtout. Donc, mobiliser des forces de l'ordre qui doivent pouvoir s'occuper des questions de petit banditisme, de gaiement, de cybercriminels, déjà dans nos quartiers, dans nos rues, les mobiliser avec des ressources, moyens roulants et tout ce qui va avec, n'est-ce pas, pour faire de ce contrôle un contrôle routier. Je pense que c'est trop demandé à nos forces de défense et de sécurité. Il faut sans doute compter aussi sur la bonne volonté des acteurs de ce secteur, parce qu'il y va justement de leur sécurité eux-mêmes, parce qu'il nous arrive aussi de les entendre dire qu'ils ont été victimes de braquage parce qu'ils ont pris un client justement qui les a conduits dans un environnement obscur et leur a arraché
la moto. Et on ne peut pas, vu que la moto n'a pas de pièces, l'intéressé n'a pas de pièces aussi, on n'arrive pas justement à identifier, à savoir justement comment les choses se sont passées. Donc, ça ne les sécurise pas aussi de pouvoir conduire un engin qui n'a pas de documents. Ça ne les sécurise pas aussi d'exercer ce métier sans documents. Donc, je pense qu'ils doivent pouvoir trouver aussi leur intérêt dans le travail que fait la mairie, dans le travail que fait la police républicaine pour que le secteur soit sécurisé. Il ne faut pas toujours attendre que la police se mobilise dans le cadre d'une opération pour courir, justement, pour aller remplir ses formalités. La police, en fonction de ses moyens, de ses ressources, ne fera ce qu'elle peut faire, justement, identifier des zones ou des trajets, des axes où on sait que à telle heure donnée, on est sûr, justement, de mettre la main sur une quantité importante de conducteurs de taxi-moto pour faire véritablement un contrôle. On devrait souhaiter que cela soit décentralisé dans les arrondissements, à l'échelle communale, n'est-ce pas, pour que la peur du gendarme puisse amener justement un conducteur de taxi-moto qui doit sortir de sa maison à se dire « Ah, mais tiens, il se peut que justement que je rencontre les policiers sur mon trajet. » Rien que ça peut amener le conducteur à changer d'avis et à faire en sorte que cela soit régulier. Après, pour les responsables de conducteurs de taxi-moto, dont nous connaissons quelques-uns à la tête de ces associations. Oui, justement. Bonjour, bonne arrivée. On était en train de débattre au sujet de l'opération de la police républicaine. Oui, on se surprend de voir que à la limite, c'est des audiences foraines qu'il faut faire pour faire des contrôles sur les routes. Est-ce que ça n'aurait pas dû être fait peut-être autrement? Chaque jour, chaque matin, une équipe qui descend dans le quartier où je crois qu'il y a toujours des agents de sécurité qui sont en circulation, qui sont dans la rue, soit à moto à deux ou bien avec une voiture. Le contrôle, ça peut se faire de façon spontanée, non, au lieu, ma foi, de bloquer la circulation, de la perturber, surtout à des heures de pointe, et d'arrêter 500 motos une journée. Non, vous savez, plusieurs fois, j'ai vu des policiers sur des pistes cyclables, dans la circulation, sensibiliser les populations pour leur dire portez votre casque, roulez dans les couloirs qui vous sont réservés. Et donc, je donne cet exemple-là pour dire que la sensibilisation, les moments de discussion ont assez duré. Et donc, pour une unité de sécurité qui doit s'occuper de, disons, du bien-être des populations, qui doit les aider à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que la police aille prendre note et dise son agenda ou qu'on détermine une période. Ça doit se faire sur le long terme de façon inopinée parce que c'est dans leur mode opératoire. Ils font de façon inopinée, ils alertent parfois, ils donnent des communiqués pour dire écoutez, de telle période à telle période, on va contrôler ci et ça. Donc lorsqu'on sent que les comportements ne changent pas, il faut également changer de stratégie. Moi, je l'inscris sous cet angle-là. Et les meilleurs moments, comme l'a dit Ulrich tout à l'heure, les meilleurs moments pour frapper en griffe, pour atteindre disons, la psychologie des populations, ce sont ces moments-là où ils sentent que bon, il y a quelque chose que je poursuis, il faut lutter contre le temps pour ne pas être en retard. Lorsqu'on le fait et vous remarquez que cela agit sur votre calendrier, sur le moment auquel vous devez répondre à un rendez-vous, le moment d'aller au service à l'heure, je pense qu'arriver à la maison, vous allez passer le message. Vous allez d'abord rectifier à votre niveau et passer le message aux voisins, à tous ceux qui empruntent la route. Il y en a qui sont à jour justement et qui doivent être contrôlés à ces heures-là et qui sont aussi dans des désagréments. Oui, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si on ne les contrôle pas, on ne va pas détecter les autres qui n'ont pas leurs pièces. Et je voudrais dire que si nous avons aujourd'hui le casque qui est devenu une habitude dans la ville de Cotonou particulièrement, c'est parce qu'à un moment de l'histoire de cette ville-là, il y a un certain Louis-Philippe Rondeillon qui s'est donné corps et âme et qui a traqué, qui a mis en place un système qui a permis de l'imposer aux populations de la ville de Cotonou, si bien qu'aujourd'hui, même si vous devez compter le nombre de personnes qui s'entêtent à ne pas porter le casque dans la ville de Cotonou, je ne pense pas que sur 10 usagers de la route, vous trouverez 2 en passant, disons, 1 heure de temps au bord d'une route. C'est pour dire que l'opération dans le temps, lorsque ça dure dans le temps, ça porte des fruits, mais cela n'empêche pas qu'on fasse des descentes inopinées, des opérations ponctuelles pour dire, parce qu'eux, ils travaillent sur la base de renseignements. C'est sûr que
c'est pour retrouver des motos volées, c'est pour retrouver des motos pour lesquelles les gens ont changé de pièces, parce que tout est possible avec la population. Eric avait commencé à parler des associations. Justement, mais avant, je voudrais donner un satisfecit aux agents de la police républicaine. Vous savez, faire une opération de ce genre et arrêter 500 motos sans bavure policière, c'est un exploit. Et donc, enfin, si tant est que cette opération doit continuer, que cela soit vraiment de façon professionnelle. En tout cas, on n'a pas entendu des conducteurs de taxi-moto se plaindre de coups, d'avoir été violentés et puis tout ça. Je pense que tout s'est bien passé. Oui, si tant est que ça se passe à l'interne dans un secteur, que nous savons que au niveau de ce secteur, nous avons des associations de conducteurs de taxi-moto qui enregistrent justement régulièrement les nouveaux venus, en tout cas ceux qui travaillent. Ça veut dire qu'à leur niveau aussi, il n'y a pas un mécanisme de contrôle pour pouvoir tirer le bon grain du livret. Qui est conducteur de taxi-moto et qui ne l'est pas? Ils sont les premiers à le savoir et à nous le dire. Et donc, ça veut dire qu'à leur niveau, peut-être qu'ils sont dépassés par les événements et que leur rôle et leur responsabilité à ce titre n'est plus suffisamment visible pour tenir dans les rangs les bons conducteurs de taxi-moto qui doivent respecter justement les règles de la République, parce qu'ils le savent, justement, le processus, tel que l'a expliqué Ulrich, est bien connu. Et donc, c'est eux qui doivent justement faire ce travail avec le père pour qu'ils ne se retrouvent pas justement dans les mains des agents de la police républicaine. Ouais. Effectivement, au niveau des fêtières, il y a des conducteurs de taxi-moto, il y a un gros travail à faire. Qu'ils vous souviennent qu'au niveau des fêtières, des taxis, des véhicules et autres, tout ça, il y a ces genres d'opérations qui se menaient. Vous allez voir parfois des syndicats qui parfois se retrouvent à des endroits donnés et contrôlent systématiquement les véhicules qui se disent taxi, mais qui ne répondent pas. Non, mais parfois il y avait des voitures que même ça s'arrangeait pour envoyer à la police républicaine. Et là, comme ça décourageait certaines personnes qui faisaient des incursions dans leur milieu. Parce que ceux-là qui font des incursions, est-ce qu'ils sont de bonne ou de mauvaise foi? On ne peut le savoir, parce que ce n'est jamais écrit sur le front de quelqu'un bon ou mauvais. Il faut savoir, c'est peut-être quand la personne commet son forfait, ou la personne tente de commettre le forfait, qu'on identifie, on se dit, attention, celui-là n'est pas de bonne foi. Donc, une personne qui fait une incursion dans un secteur, il faut quand même que la personne le fasse, dans les règles de l'art. Quand vous prenez par exemple au niveau des fêtières des taxi-motos, comme il est appelé les émigrants, aujourd'hui déjà, on compte pratiquement au moins 2 ou 3 fêtières. Et aucune des fêtières ne peut dire avec précision, je sais le nombre de conducteurs de moto, c'est-à-dire communément appelé les émigrants, ici à Cotonou, ou bien je suppose encore, je prends un simple quartier qu'il dit, qu'il maîtrise ce quartier, il ne peut pas dire avec précision. Ça veut dire que c'est un secteur ouvert. Et quand un secteur est ouvert, tout peut s'y glisser. Même le malfrat qui, par exemple, décide d'aller commettre des forfaits, il porte juste un gilet jaune, une blouse jaune, et se met dans la circulation. Vous, simple citoyen, vous avez fini votre service le matin ou le soir, vous voulez rentrer, vous voyez un émigrant, vous dites, oui, c'est un conducteur de taxi-moto, vous montez sur la moto, il va commettre son forfait. Vous allez vous dire, c'est un émigrant. Les émigrants vont répliquer après, petit, non, il n'est pas en notre sein. Mais non, comment savoir qu'il n'est pas en leur sein? C'est parce qu'ils ne font pas leur travail aussi. La police républicaine fera toujours son travail, certes, mais il faut aussi qu'au niveau des fêtières, des conducteurs de taxi-moto, qu'un travail véritable soit fait. Que même entre eux... De quel moyen ils disposent Mais ils se réunissent. Ils se réunissent au cours de sensibilisation, par exemple. Quand le CNSA, par exemple, fait sa sensibilisation, le CNSA connaît les responsables des fêtières. Et quand vient le moment des sensibilisations, ces responsables savent ce qu'il faut appeler, justement. Ça veut dire qu'ils se connaissent entre eux. Et quand vient le moment où il faut suivre des sensibilisations ou des formations, ils savent se toucher. Alors J'ai parlé de moyens. Qu'ils fassent non, c'est ça justement. S'ils ont la possibilité de se toucher, s'ils ont la possibilité de se connaître, de se toucher, ils ont aussi les moyens d'identifier ceux qui ne sont pas en leur sein. Je prends un cas par exemple. J'étais allé à Djougou et j'ai fait un tournage à 3h du matin avec les conducteurs de taxi-moto et le responsable me faisait comprendre que quand un nouveau entre parmi eux, ils le savent en même temps. Parce qu'ils se connaissent pratiquement entre eux. C'est vrai qu'on me dira peut-être pas que non, c'est une ville qui n'est pas trop, qui ne grouille pas des émigrants et autres, tout ça. Mais non. Mais c'est parce qu'il faut un travail en leur sein. Le responsable m'a dit, quand un nouveau vient en même temps, nous l'identifions.
Et des fois, on l'oriente et on lui dit, voilà, par rapport à la police, voilà comment tu vas te comporter. Par rapport au bagage, voilà comment tu vas te comporter. C'est à 3 h du matin, nous avons fait ce tournage-là. Donc, ça m'a permis de voir un peu le travail que ces fêtières-là font à leur niveau. Les fêtières de Cotonou et d'autres villes aussi peuvent faire pareil. C'est juste qu'il y a un laisser-aller. Le secteur est ouvert. Et quand le secteur est ouvert, tout peut s'y glisser. Autour du riz, les passionnés du Nord à éduquer Kwassin en particulier ont assisté à 9 différents combats à Médari. Enlevé de rideau. Bonsoir. Ta voix. Et depuis un certain temps, il a commencé par cette fédération a une grande chance et de champion donner de la valeur plus que vous. Et une image à cette compétition. L'actuel leader de la zone, l'équipe de Damissa Football Club s'est composée par bonjour. La nation parle ce matin de ce que les magistrats Romain Kofi, Mouhamadou Sonsare, Christian Taï, Christian Diakas et Désiré Dato intègrent désormais la Cour suprême en qualité de conseiller, c'est-à-dire de juge. Le magistrat Olusegun Romaric Tidjani Serpos, quant à lui, renforce l'effectif du parquet général près la haute juridiction en tant qu'avocat général. Les 6 magistrats ont officiellement été installés le lundi 12 mai, respectivement dans leurs nouvelles fonctions. Leur installation a été effective à la faveur de 2 audiences distinctes de la Cour suprême. La première audience a connu de la prestation de serment suivie de l'installation des 5 nouveaux conseillers. La Cour suprême, composée de la même formation judiciaire, a fait le même exercice avec le magistrat Olusegun Romaric Tidjani Serpos lors de la seconde audience qui s'est ouverte quelques instants après la première. Seul le représentant du ministère public a changé de main lors des 2 audiences solennelles. Le procureur général près la Cour suprême, Saturné Afaton, a assuré le rôle de ministère public pour ce qui est de la cérémonie de prestation de serment et d'installation des 5 nouveaux conseillers. Dans son billet du jour, le quotidien Fraternité fait un clin d'œil à Bob Marley Forever. Le mouvement Rastafari, très en vogue à la fin des années 1990, a tendance à s'essouffler. La date du 11 mai mobilise de moins en moins. Normal, la disparition du célébrissime Bob Marley avait laissé des souvenirs douloureux, traumatisants. Il n'avait que 36 ans, l'âge des héros. Mais voilà, ses proches ont tous pris de l'âge et sans Bob Marley, la flamme du Rastafari s'étiole. Le cercle des adeptes se rétrécit, même si le port des tresses par les hommes est à la mode. En disparaissant avec ses dreadlocks et ses ganjas roulés en gros joints, le pape du reggae a laissé une impressionnante discothèque et des chansons tout aussi philosophiques les unes que les autres. De son observatoire, il peignait les incohérences du monde, il prônait l'union, la solidarité et le travail acharné, source d'égalité et de justice. Il avait fait du retour aux sources et aux valeurs de l'Afrique son cheval de bataille. 44 ans après son décès, ses héritiers se font rares, peut-être parce que, dans cette vallée de larmes qui est devenue le monde, l'heure n'est plus tellement à la philosophie. Le cataclè du Dahomey, un siège royal à 3 pieds, est arrivé à Cotonou dans la soirée du dimanche 11 mai 2025. C'est le matinal qui en fait son gros titre. Cet objet symbolique du royaume du Dahomey a été escorté par une délégation finlandaise de 4 membres conduite par la directrice du Musée national de Finlande, selon un communiqué du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts daté du 7 mai 2025. Le mardi 13 mai 2025, une cérémonie de restitution officielle sera organisée à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du cataclè sur le territoire national. Retrouvée en Finlande, cette œuvre historique constitue la 27e pièce des trésors royaux restitués au pays depuis novembre 2021. De son côté, Fraternité souligne à ce jour que la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse représente un défi majeur pour de nombreux étudiants et doctorants. Ces derniers font face à des difficultés diverses
dans ce processus incontournable à la fin d'un cycle universitaire qui conditionne l'obtention des diplômes. Le journal analyse que les difficultés liées à la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse sont de divers ordres. Le facteur financier constitue l'un des obstacles majeurs. La majorité des étudiants reconnaissent que la rédaction d'un mémoire requiert un investissement financier important. Ces dépenses sont notamment liées à la recherche documentaire, achat d'ouvrages, aux enquêtes de terrain, aux impressions et aux photocopies de documents, ainsi qu'aux déplacements. Pour de nombreux étudiants issus de milieux modestes, ces contraintes financières peuvent considérablement ralentir l'avancement de leurs travaux. Poursuivant son analyse, le journal note qu'en 2014, le Bénin s'était dit qu'en 2025, il serait un pays où les résultats de recherche allaient être adaptés aux problèmes de développement national. À l'heure du bilan, il faut remarquer que les vieux démons de 2014 ne sont pas encore tous chassés. Les universités continuent de courir après les financements adéquats pour nourrir et valoriser les travaux de mémoire et de thèse. Le professeur Thierry Alavo de confier que très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Fraternité informe que le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, Sylvain Adokpo-Migan, était l'invité de l'émission Zone Franche sur Canal 3. Il y a détaillé les grands axes de la réforme de l'eau au Bénin, les défis surmontés, les résultats obtenus et les perspectives à l'horizon 2030. Avec 84% de taux de desserte actuellement atteint, le rêve d'un accès universel devient peu à peu une réalité. En 2016, l'État béninois lançait un défi de taille. Il s'agit de garantir à tous les citoyens en zone rurale un accès durable à l'eau potable. Selon le diagnostic du gouvernement réalisé au début de sa mandature, à peine 42% des populations rurales disposaient d'un point d'eau sécurisé. En sport, le matinal relate que Flowers HBC lance sa saison 2025 avec un sacre historique. Flowers a démarré sa saison 2025 sur les chapeaux de roue en remportant avec brio la première édition du Challenge honorable Malik Gomina. Cette compétition dédiée aux équipes amateurs a vu la formation du président Charles Toko réaliser un parcours impeccable couronné par une victoire éclatante en finale. Et l'autre note sportive de cette revue de presse que pointe Fraternité, c'est fait. Le Béninois Arnould Nwati garde sa ceinture à l'issue de la deuxième édition du gala Africa Open Combat tenu à la salle française Garden de Cotonou sur le ring dans la discipline kickboxing. Le silence est pesant, deux combattants se jaugent. D'un côté, l'Ivoirien CP redouté pour ses crochets explosifs. De l'autre, Arnould Nwati, le boxeur béninois à la ceinture imposante. Le 11 mai 2025, dans une ambiance électrique, l'enfant du pays a livré bien plus qu'un simple combat. Catégorie 81 kg. Dès le premier round, Arnould neutralise les coups de son adversaire. Jeu de jambes précis, il évite les assauts de son adversaire et contre avec efficacité. À chaque échange, c'est tout un public qui vibre. Le Béninois ne se contente pas de frapper, il anticipe, contrôle. Au second round, CP tente une percée, mais Arnould reste imperturbable. Le Béninois, tel un roc, encaisse, absorbe et répond. Une série de crochets bien placés désoriente l'Ivoirien. L'arbitre observe. Le troisième round n'est qu'une formalité. Arnould domine, enchaîne les touches nettes et conserve une fraîcheur remarquable. C'était la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.